Des Français se disent inquiets de l'élection de Donald Trump. Ont-ils raison? Oui, et c'est en même temps une chance, parce que être inquiet, ça veut dire prendre conscience des risques qui seraient arrivés quoi qu'il arrive, parce que il faut regarder l'histoire longue. Et l'histoire longue nous annonçait déjà un repli des Américains sur l'Amérique, une prise de conscience de l'Amérique, de ses dangers, de tout ce qu'elle court comme catastrophe, qui a commencé d'ailleurs avec Obama, qui a commencé à se replier. Et donc Trump accélère ce mouvement, sans pour autant résoudre les grandes, ou annoncer qu'il va résoudre les grands problèmes de l'Amérique, qui restent aussi des tendances longues. La dette publique américaine, avant même qu'il ne rentre en fonction, en janvier, la dette publique américaine va atteindre le plafond qui fait qu'ils ne pourront plus payer les fonctionnaires, sauf à prendre des mesures d'expédient, comme ils l'ont fait à plusieurs reprises. Donc il y a des tendances profondes de la société américaine qui va l'amener à être de plus en plus fermée sur elle-même, oubliant le reste du monde, y compris en laissant le dollar courir sa vie. Et j'ai lu avec attention ce que vous écrivez sur votre site internet, sur le danger pour l'économie, pour l'Ukraine, pour l'environnement notamment. Mais avant cela, je voulais revenir à une question que vous avez posée. Précisément, sommes-nous préparés à un retour au pouvoir de Donald Trump? Et cette question, vous la posiez il y a 2 ans et demi dans un texte prémonitoire que vous aviez publié et dont je vais vous relire ici quelques lignes, puisqu'il est toujours disponible, ce texte, sur votre site. Un Trump président en 2025, vous écriviez cela le 25 mai 2022. Je précise pour ceux qui nous écoutent. Un Trump président en 2025 serait très différent de ce qu'il a été la première fois. Il aurait tout pouvoir sur les 2 chambres de l'exécutif, écriviez-vous, sur la Cour suprême et sur l'essentiel des médias. On peut dire sans excès que les États-Unis auront cessé d'être une démocratie. Pour vous, à l'heure où l'on se parle, l'Amérique n'est plus une démocratie? Oui, c'est pour ça que j'ai alerté dans cet article qui est paru dans les Échos, en effet, il y a plus de 2 ans, en disant commençons à nous y préparer. À l'époque, ça n'était qu'une hypothèse, et aujourd'hui, c'est une réalité. Malheureusement, on n'a pas fait ça, on ne s'y est pas préparé. On ne s'est pas assez préparé? Non, pas du tout, on ne s'est pas préparé du tout à cette hypothèse. Les États-Unis, si on s'était préparé, la meilleure préparation eût été de se lancer d'urgence dans la construction d'une armée européenne, d'une industrie de la défense européenne, de se doter les moyens de ne pas dépendre des États-Unis en matière militaire. On ne l'a pas fait du tout, même si on l'a fait de façon homéopathique. Ce n'est pas une démocratie, non. Quand vous avez un président qui a tout pouvoir, qui a laissé entendre, est-ce qu'il le fera ou pas, que c'était la dernière... Il a dit c'est la dernière élection présidentielle. Ça veut dire je suis là pour toujours. Je ne pense pas qu'il pourra le faire. Mais quand il donne plein pouvoir à un complotiste sur la santé, à un industriel de génie, mais qui a décidé de détruire officiellement, enfin de remplacer le tiers de la fonction publique américaine et de réduire d'un tiers le budget américain, ce qui est impossible sans mesures véritablement antidémocratiques. Donc d'en finir avec, par exemple, le système de santé, le système qui va mal, le système éducatif, le système postal, enfin, peut-être même une partie de l'armée, c'est pas possible de faire ça d'une façon démocratique. Alors évidemment, le fait que Elon Musk soit là va donner aussi des moyens technologiques à une sorte de dictature démocratique, parce qu'il a en effet tous les pouvoirs parlementaires qui vont masquer ça sous le couvert d'une démocratie. J'aimerais qu'on examine, Jacques Attali, un par un les risques et les sujets pour la France, pour l'Europe. Vous dites risque, mais vous dites aussi opportunité. Puisque vous évoquez Elon Musk, je vous propose de commencer par exemple sur l'économie, parce que prévoit Donald Trump précisément sur le sujet de la course à l'innovation, donc soutenu effectivement par Elon Musk, qui se propose de déréguler. Donc ça veut dire des lois plus souples, par exemple, sur l'intelligence artificielle ou sur les médias sociaux. Ça, c'est un risque pour la démocratie. C'est un risque pour la démocratie. Ça veut dire que le vrai pouvoir n'appartient plus à Washington, il appartient à la Silicon Valley, à ceux qui dirigent ces entreprises et qui imposent une dérégulation absolue qui va être... D'ailleurs, ça a été un grand débat entre Elon Musk et Thierry Breton, entre les Européens et les Américains. Et les Américains de la Silicon Valley non plus... qui ne souhaitent pas de régulation. D'aucune sorte. Or, cette régulation est absolument nécessaire, non pas pour brider le développement, qui est évidemment souhaitable, mais pour empêcher que ce développement aille jusqu'à
le développement d'armements qui échappent aux humains, d'une intelligence artificielle qui échappe aux humains. L'intelligence artificielle, c'est un outil extraordinairement positif, mais le fait d'utiliser les fake news, comme l'a fait Elon Musk dans cette campagne, en faisant des faux messages, alors est-ce qu'il est derrière, sans aucun doute, des faux messages de Kamala Harris ciblés sur des populations en faisant dire à Kamala Harris exactement ce que cette population n'a pas envie d'entendre. C'est-à-dire, voilà, elle va faire ça contre vous. Aux pro-palestiniens, des messages sionistes fanatiques et réciproquement des messages pro-palestiniens quand ils s'adressaient à une audience juive. Et ceci sur tous les milieux. On peut imaginer ça maintenant qu'il est au pouvoir, M. Musk est au pouvoir, d'une façon qui fasse de la vérité une dimension tout à fait annexe de l'exercice de responsabilité. Mais est-ce que c'est un risque pour l'innovation européenne, par exemple, puisque les entrepreneurs européens disent l'Europe a plutôt tendance à réguler avant d'innover. Aux États-Unis, on pousse les innovateurs d'abord. Oui, alors il ne faut pas caricaturer. L'Europe a aussi des grandes entreprises. Par exemple, il existe une entreprise d'intelligence artificielle en Europe qui est aussi bonne, sinon meilleure, que les entreprises américaines, et qui s'appelle Mistral, qui n'a pas du tout été empêchée par la régulation et qui devrait se développer davantage si elle avait encore plus de moyens. C'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Donc, non. Pour l'instant, les régulations européennes n'empêchent pas le développement. Ce qui empêche le développement, c'est qu'on n'a pas de politique industrielle, on ne concentre pas les moyens. Il y a aux États-Unis des institutions qui existent, et qui d'ailleurs ont été développées sous tous les présidents, et en particulier par Biden, sous le nom de IRA. Qui est un paquet de mesures protectionnistes pour promouvoir les industries américaines. Voilà, qui était énorme. Nous n'avons pas l'équivalent en Europe. Ça existe, mais de façon extrêmement faible. Donc, nous n'avons pas les moyens. Plus exactement, l'argent existe, parce que les emprunts... On n'arrive pas à les mettre ensemble. On n'a pas la cohérence d'ensemble. On se disperse. On n'a pas de politique industrielle. Tout est dans le rapport Draghi. Et ça, Jacques Attali, le rapport Draghi, l'ancien commissaire européen, qui propose, je précise pour nos auditeurs, d'avoir un paquet commun de 800 milliards d'euros par an pour pouvoir précisément que l'Europe puisse défendre ses industries. L'argent existe. On a les bras, mais on n'a pas la tête. Et je voulais en arriver précisément aux industries, parce que le programme économique de Donald Trump est extrêmement simple aussi en la matière, c'est-à-dire tout ce qui provient d'autres continents et précisément d'Europe, minimum 20% de taxes douanières. Et puis par ailleurs, des régulations, là encore, sur le sol américain pour pousser tout simplement les entreprises à s'installer aux États-Unis, à produire aux États-Unis. Est-ce que ça, d'abord, est-ce que vous pensez qu'il va l'appliquer comme programme? Et quelles conséquences ça peut avoir en Europe? On voit ces plans sociaux se multiplier en Allemagne, en France. On se dit que ça va être de la destruction d'emplois massive. Oui, c'est possible. Il va sans doute le faire. En tout cas, pour commencer la négociation, parce que la principale victime recherchée, ce n'est pas l'Europe, c'est la Chine, où il propose 60% de hausse des taxes. Qu'on peut comprendre, non pas à tel niveau, mais on peut comprendre l'inquiétude quand on voit que l'industrie chinoise est en train de balayer l'industrie européenne et américaine en matière automobile et dans tous les domaines de l'industrie de la consommation, parce qu'ils ont préparé bien mieux que nous les industries du futur. Donc on peut comprendre la volonté de le faire, mais en fait, il va se tirer une balle dans le pied, parce que si vous augmentez les taxes, vous allez augmenter les prix, donc vous allez créer de l'inflation, donc vous allez agir contre le pouvoir d'achat des gens. Donc ce n'est pas... quoi qu'il arrive, l'inflation va remonter aux États-Unis, le dollar va être menacé, et ça ne peut réussir, une telle politique, que si les industries américaines réagissent d'une façon efficace. Je ne sens pas cette réaction venir, je ne sens pas l'industrie américaine capable de concurrencer l'industrie chinoise, même s'il le faudrait, et je ne sens encore moins l'industrie européenne, puisque c'était votre question, en situation de concurrencer l'industrie chinoise. Est-ce qu'il faut craindre pour l'emploi en Europe? Oui, sans aucun doute. Il faut craindre pour l'emploi. Là encore, sauf si on se donne les moyens, si on considère que cette crise est une opportunité, c'est une chance. C'est ce qu'on appelle en anglais wake-up call. C'est l'occasion de se réveiller, de prendre conscience que nous sommes menacés par un déferlement de haut niveau de qualité technique d'objets de consommation chinois, pas seulement dans le textile, mais aussi dans l'automobile, mais qu'il faut réagir en produisant... Emmanuel Macron évoquait hier un réveil stratégique européen. Fondamental. Mais est-ce que l'Europe saura répondre d'une seule voix?
Alors, c'est ça. Parce qu'en Europe, il n'y a pas que des fervents défenseurs d'une Europe intégrée. Il y a aussi des partisans de Donald Trump qui, au final, s'accommodent très bien de dire nous, Hongrie, Italie, Pologne, on ira négocier avec Donald Trump en direct pour notre pays, pas forcément pour les 27. Non, en matière commerciale, c'est pas possible, sauf à sortir de l'Union européenne, puisque je rappelle que c'est une compétence communautaire. Mais l'Allemagne, par exemple, rechigne à mettre des droits de douane lorsque les productions européennes sont taxées. Ce n'est pas leur philosophie, par exemple. Ce n'est pas leur philosophie. La mauvaise nouvelle n'est pas l'élection de M. Trump, parce que je pense que, quoi qu'il arrive, qui que ce soit qui eût été président des États-Unis, nous aurions eu des États-Unis beaucoup plus protectionnistes et beaucoup plus tournés vers eux-mêmes. La mauvaise nouvelle, c'est ce qui se passe en Allemagne. Une Allemagne qui est profondément en crise, puisqu'elle vivait des importations d'énergie russe et des exportations de biens de consommation et d'équipements vers la Chine et les États-Unis. Donc elle est extraordinairement vulnérable à la situation actuelle, fermée aux États-Unis, fermée en Chine, fermée en Russie. Or, un pays dont l'essentiel du moteur de la croissance était les exportations hors Europe, ce qui n'est pas le cas de la France, et qui malheureusement, elle, est déficitaire, donc qui souffre d'un péril inverse, fait d'une Allemagne très vulnérable. Et aujourd'hui s'ajoute à cette vulnérabilité fondamentale de l'Allemagne une crise politique qui fait qu'on ne va pas arriver avant au moins dans un an à créer les conditions d'un accord avec l'Allemagne. Parce qu'il faut se rappeler que les élections auront lieu en Allemagne au mois de mars, qu'après les élections, il n'y aura malheureusement sans doute pas un parti qui gouvernera seul, il y aura besoin d'une coalition, et en Allemagne, ça prend beaucoup de temps d'établir une coalition. Il faut discuter, faire un gros livre qui définit toute la coalition. On voit d'ailleurs qu'elle ne tient pas toujours. Et ça nous met au plus tôt, au mois de juin de l'année prochaine. Donc on se trouve dans une situation de fragilité de l'Europe au pire moment. D'où, Jacques Attali, la tentation, la volonté d'Emmanuel Macron d'incarner le leadership européen face à Donald Trump. Est-ce qu'il peut y arriver? Est-ce que la dissolution n'a pas coûté aussi à la France sa voix en Europe et à l'international? C'est une des conséquences, parmi d'autres, très négatives de cette dissolution, que j'ai toujours dit malvenue et inutile. Mais là encore, l'événement aurait pu se produire un peu plus tard, c'est-à-dire avoir lieu maintenant, parce que le gouvernement aurait pu tomber et se trouver dans cette situation. Mais il faut assumer le fait que, sauf une réaction très forte du peuple, qui a eu lieu aux États-Unis, pas dans un sens que j'aurais préféré, mais qui a eu lieu aux États-Unis. Les États-Unis se réveillent et disent maintenant ça suffit, on prend une direction, on est incarné par quelqu'un. Encore une fois, c'est pas ma tasse de thé, j'aurais préféré autre chose. Mais ils l'ont fait. On n'est pas en situation de le faire en Europe. Monsieur Macron est président, mais un président qu'on s'est affaibli et qui va bientôt être en situation de terminer son mandat. Donc nous n'avons pas les forces nécessaires qu'il faudrait avoir. L'Union européenne, en tant que telle, pourrait réagir si la commission qui vient d'être nommée décidait d'appliquer le rapport Draghi. Elle a les moyens juridiques, les moyens politiques de le faire. C'est à Bruxelles que ça se jouera, ce n'est pas à Paris. Voilà, c'est à Bruxelles que ça se jouera. Un mot d'Ukraine. Donald Trump, pendant toute sa campagne, il a promis qu'il pouvait résoudre ce conflit en 24 heures, sans jamais expliquer concrètement comment il allait s'y prendre. Cette nuit, Donald Trump a échangé avec Volodymyr Zelensky. Le fait que l'un de ses premiers coups de fil soit réservé au président ukrainien, est-ce que vous y voyez plutôt un bon signe pour la résolution du conflit? Tout est possible. Il peut arrêter le conflit de plusieurs façons. Il peut arrêter le conflit en disant à partir du 26 janvier, je crois que c'est la date de son entrée en fonction, il n'y a plus une arme que je livre à l'Ukraine. Dans ce cas-là, l'État ukrainien s'effondre, parce que nous, Européens, ne sommes pas prêts à prendre le relais. Nous, on est incapable de se substituer aux milliards américains et aux armes américaines. On est incapable. Malheureusement, on n'est pas monté en régime assez vite, assez tôt pour produire les armes. Et les Ukrainiens, on est incapable. Ils tiendront un peu, mais ils s'effondreront. Donc l'armée russe sera à la frontière tchèque. Et l'Ukraine deviendra un vassal une sorte de nouvelle Biélorussie, ce qui est un cauchemar absolu. Ça, c'est la première solution. La deuxième, c'est qu'ils disent, écoutez, je continue à livrer des armes, mais il faut arrêter, c'est pas raisonnable. Monsieur Zelensky, monsieur Poutine, mettez-vous autour de la table, Donbass va être russe comme il est aujourd'hui, et on arrête les combats là où vous êtes aujourd'hui. Mais ça, l'Ukraine n'en veut pas. L'Ukraine n'en veut pas, mais si on la force, c'est ce qui se passera. De toute façon, à un moment, il faudra cesser le feu. L'Ukraine, aujourd'hui, veut l'intégrité territoriale, et on peut la comprendre. Si on avait pris une partie de la France, on ne peut pas dire autre chose. Mais je pense que, si j'avais à faire un pronostic, je pense que c'est cela qui se passera
c'est-à-dire non pas un traité de paix, mais un armistice durable sur les lignes de front. Ce qui veut dire d'ailleurs que les combats vont être de plus en plus sévères, parce que chacun voudra, d'ici à fin janvier, dans des conditions très difficiles de l'hiver, faire bouger les lignes de front pour les fixer au moment de l'arrivée de M. Trump au pouvoir. Dans son interview, Jacques Attali aborde les impacts potentiels de la réélection de Donald Trump et la crise politique allemande sur l'Europe. Selon lui, un retour de Trump à la Maison-Blanche pourrait marquer un tournant majeur pour l'Europe et l'ordre mondial. Trump, en adoptant une politique nationaliste et isolationniste, pourrait affaiblir les alliances internationales, dont l'OTAN, et prioriserait les intérêts américains au détriment des partenariats transatlantiques. Une telle attitude risquerait d'encourager un repli nationaliste dans d'autres pays, notamment en Europe, où le populisme et le nationalisme gagnent déjà du terrain. Attali craint que la réélection de Trump ne pousse l'Europe à devoir gérer seule des crises géopolitiques, notamment face aux ambitions de la Russie et de la Chine, qui pourraient profiter d'un désengagement américain. Il voit aussi dans la crise politique allemande une menace importante pour l'Union européenne. L'Allemagne, traditionnellement moteur économique et politique de l'Europe, traverse des turbulences politiques avec une coalition gouvernementale fragile et des divisions sociétales, ce qui limite son rôle de leader européen. Cette instabilité allemande affaiblit l'Union, surtout à un moment où l'Europe doit répondre à des défis majeurs, comme la crise écologique, les inégalités et les flux migratoires. Attali met en garde contre les effets possibles de cette fragilité. Une Allemagne affaiblie pourrait laisser plus de place aux partis populistes et extrémistes en Europe, rendant la coopération entre États membres de plus en plus difficile. Cette fragmentation des intérêts nationaux risquerait de saper les institutions européennes et de freiner l'intégration, essentielle pour faire face aux enjeux globaux. Dans ce contexte, Attali insiste sur l'importance d'une Europe unie pour répondre aux défis actuels et futurs. Il appelle les Européens à réagir de façon proactive en renforçant leur cohésion, car une Europe désunie serait plus vulnérable face aux grandes puissances mondiales. Toutefois, cette vision d'une Europe forte est menacée si les principaux États membres, comme l'Allemagne, se concentrent uniquement sur leurs propres problèmes internes sans agir pour l'intérêt commun. Finalement, Jacques Attali perçoit la réélection de Trump et la crise allemande comme des signaux d'alarme pour l'Europe. Il appelle les dirigeants européens à se mobiliser pour défendre leur unité et faire face à un monde de plus en plus incertain et divisé. Pour lui, il est urgent que les Européens prennent conscience des risques d'un monde multipolaire sans leadership transatlantique solide et qu'ils se mobilisent pour bâtir une Europe plus résiliente et unie.